moi je m'appelle Léo Dupouille, je suis un des associés cofondateurs de Knock Knock. Je suis en charge de la partie technique. Et donc voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une démonstration d'attaque. Quelques slides au début pour mettre un peu de contexte, pourquoi on fait ça et un peu comment ça marche dedans. Et ensuite, on va regarder ensemble une vidéo que je vais accélérer un petit peu, qui est une attaque qu'on a réalisée dans un cadre que je vais vous expliquer. Donc, Knock Knock, on propose à nos clients d'adopter un hacker. L'idée, c'est que par l'automatisation des attaques internes, on peut permettre aux gens de se hacker eux-mêmes et donc en fait de s'auditer eux-mêmes pour se préparer au mieux aux audits de pentester ou autres. Et on permet aussi en fait de mettre en place des exercices de crise cyber, donc pour entraîner des blue teams, des équipes SOC, sans avoir besoin de faire appel à un pentester ou un red teamer, donc pour un peu décupler nos capacités de formation, parce qu'on sait tous qu'il y a quelques soucis de ressources humaines sur ces sujets cyber. Donc voilà, la présentation un peu corporate. On prépare les organisations attaques cyber de demain. On a un produit qui automatise des attaques en se comportant comme un hacker, qui aurait un accès initial au système d'information. Donc on parle bien de pentest interne ou d'attaque interne, pas de surface externe, pas de site web. C'est une prise de parti qu'on a fait parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça très bien. Voilà. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? C'est un produit, une solution logicielle qui a besoin d'être déployée soit physiquement, soit sur une machine, un Docker, une VM, qui va du coup être connecté au réseau. On va configurer son périmètre d'attaque, un peu les cibles, quel risque on veut matérialiser, où c'est qu'on a le droit d'aller, où c'est qu'on n'a pas le droit d'aller. Et ensuite, il se met dans une posture de un peu pentest black box. Il sait rien à part il sait rien à part qu'il est connecté au réseau et donc il va découvrir le réseau, avoir des capacités donc d'identification de failles, de vulnérabilité, d'exploitation de ces failles, d'élévation de privilèges, de propagation, de pivoting et des capacités aussi d'impact, d'exfiltration de données ou des choses comme ça, donc pour des cas particuliers. L'idée, c'est qu'on va fournir aussi à nos utilisateurs une petite interface pour qu'ils puissent un peu piloter ces attaques, avoir les résultats en live. Voilà, donc avec aujourd'hui deux cas d'usage principaux, la formation pour les exercices de crise, l'audit automatique, donc aussi deux interfaces et deux usages différents. Côté architecture, un petit peu comment ça fonctionne derrière, qu'est-ce qu'on a développé. L'idée, c'est qu'on a trois grosses boîtes qui interagissent, rien de très surprenant, mais donc là où on a pas mal de travail de dev, c'est côté boîte à outils cyber. On va aller chercher les outils qui sont disponibles sur Internet pour les pentesters, pour les hackers, des outils de scan, d'exploitation, des choses comme ça, et on va mettre en place on a déjà mis en place, et on continue, une interface d'utilisation commune qui est une librairie pour utiliser tous ces outils, pour pouvoir les mettre à disposition d'un moteur d'orchestration, où derrière l'intelligence artificielle, donc c'est un moteur d'IA avec un réseau de neurones. On a mis en place un apprentissage par renforcement. On pourra rentrer dans ces détails-là si vous avez des questions dessus plus tard. Et donc c'est ce moteur d'orchestration qui va à chaque instant choisir en fonction de ce qu'il connaît du SI, de ce qu'il a déjà découvert, de ce qui s'est déjà passé, le bon outil à utiliser au bon moment, sur la bonne cible et de la bonne manière. Et l'idée, c'est qu'on a à côté, bien sûr, une partie interface utilisateur. Il faut que tout ça soit un peu packagé pour que l'utilisateur puisse un peu contrôler ce qui se passe. Il ne faut pas que tout soit trop automatique non plus. Donc concrètement, aujourd'hui, où c'est qu'on en est? On existe depuis un tout petit peu plus de 2 ans. Donc on n'est pas très très vieux, on n'est pas une super grande équipe, mais on a déjà intégré un peu tous les outils qu'on voit à l'écran là. Donc bien évidemment Metasploit, je suppose que ça parle à beaucoup de monde ici, qui permet de faire plein de choses. Du Nmap pour du scan, du THC Hydra pour du brute force, ProxyChains pour tout ce qui va être pivoting, LinPeace, WinPeace, ça va être du scan local pour l'élévation de privilèges. NVD CVE Lib, bien sûr, c'est pour aller récupérer les CVE, être à jour sur les vulnérabilités, les failles connues. Et on a mis en place aussi dans notre architecture la possibilité d'intégrer des exploits indépendants pour sortir un petit peu d'une dépendance à Metasploit et pouvoir intégrer des choses plus à jour ou des manières différentes de faire. Mais bon, ça décide un petit peu de travail manuel de les intégrer un par un forcément. Donc, il nous reste encore plein d'outils, comme vous l'imaginez, à intégrer, plein de choses pour avoir une variabilité la plus grande possible. Mais aujourd'hui, avec cette base-là, on a déjà les capacités de mener une attaque un peu du début à la fin. Et on va continuer à intégrer plus de techniques, plus de choses. Donc globalement, pour résumer, les techniques qui sont disponibles aujourd'hui, de la découverte réseau, de l'élévation de privilèges, de l'exfiltration de données, de l'exploitation de vulnérabilité, du scan local, de la persistance aussi. Donc ça va être notamment la persistance, ça va être quelque chose d'intéressant pour les exercices de crise, parce que ça va laisser des traces en plus, un peu de la manière dont le feraient des attaquants, en laissant des tâches planifiées, des comptes rajoutés dans l'AD avec certains droits spécifiques, des clés de registre, des choses comme ça, qui vont pouvoir ajouter un peu de la matière à manger pour les équipes SOC qui seraient en crise, tout simplement.
Donc l'idée c'est, bon bah voilà pour la partie présentation. Hein, j'espère que pour l'instant je vous ai pas trop ennuyé. Du coup je vais vous montrer une vidéo d'une attaque et vous expliquer avec un petit peu le contexte, dans quel contexte est-ce qu'on a déroulé cette attaque. Hop. Donc bon, c'est une vidéo pour pas prendre le risque que ça ne marche pas en live, parce qu'on est forcément c'est une attaque qu'on va faire sur un cyber range, donc qui est pas présent en local. On va passer par une gate VPN, etc. S'il y a des instabilités sur le réseau, ça peut faire un peu foirer l'attaque. Donc une vidéo, mais si jamais vous voulez le voir en vrai, l'adapter à votre sujet ou quoi que ce soit, bien sûr, on est ouvert à toute discussion. On peut prévoir des démonstrations en live, d'époque, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on a une petite interface de pilotage. L'idée, c'est que dans le terminal, on va voir apparaître les logs un peu bruts de ce qui va se passer. On lance l'attaque et on va ici paramétrer un petit peu pour pas trop noyer le poisson, enlever le debug et les warnings pour qu'on voit un peu des choses qui apparaissent à l'écran qui sont intéressantes. Donc dans ce scénario-là, on va le voir juste après, je vais passer sur voilà ici. On a fait cette attaque-là en partenariat avec Airbus Cyber. Donc Airbus Cyber, ils ont un outil qui est un Cyber Range qui leur permet de simuler des DSI et de faire un peu du glisser-déposer pour mettre toutes les machines qu'on veut, les configurations réseau qu'on veut, etc. Et donc chacune des machines qu'on voit à l'écran, c'est des VM sur lesquelles on peut double-cliquer, qu'on peut configurer, sur lesquelles on peut interagir. Et donc eux, ils se servent de cet outil pour faire des exercices de crise cyber. Vous pouvez le voir sur le côté droit, qu'il y a des outils Splunk, Syslog pour faire un peu de la récupération de logs, la centralisation de logs et de l'analyse de ces logs pour essayer de trouver un peu ce qui a pu se passer. Et donc sur ce scénario-là, qu'est-ce qu'on met en place comme attaque? On imagine en fait qu'un utilisateur qui sera sur le PC3 dans le réseau utilisateur qui est en plein milieu va cliquer sur un malware, va exécuter un logiciel malveillant qui va nous permettre de démarrer notre attaque et on verra comment l'attaque se déroule et comment on peut piloter l'attaque pour faire une crise, tout simplement. Donc nous, vu qu'on est sur un SI qui est isolé, qui est virtualisé, tout ça, on a une gate VPN pour accéder au réseau utilisateur. On peut imaginer que dans d'autres circonstances, ce soit un accès Internet ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc, là, on va voir utilisateur un peu naïf du PC3 qui a sur son bureau un truc qui s'appelle salairepatron.exe. Donc, il est très curieux. Il va double-cliquer dessus. Bon, il se passe rien. Il dit, tant pis, c'est pas très intéressant. Mais nous, de notre côté, ça va nous permettre de récupérer un accès initial. Bon, je fais des petits sauts parce que sinon ça va être un petit peu long. Voilà, on peut le voir ici. Hop, un peu mince. Je vais y arriver. Voilà, donc on le voit à l'écran, on a réussi à récupérer un accès directement sur l'ordinateur utilisateur. Bon, il avait des droits admin, donc on récupère directement des droits admin sur ce user. Et derrière, on va voir sur le côté droit apparaître une vue un petit peu plus macro de ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qu'on connaît déjà du réseau et où c'est qu'on en est. Donc on a un premier réseau de connu et une première machine sur ce réseau qu'on a déjà compromise, c'est notre point de départ. Donc l'idée, c'est que là, pour le formateur ou pour l'animateur de cette formation, il puisse avoir un petit peu un contrôle pour timer son attaque, pour aller plus ou moins vite en fonction du niveau des stagiaires ou des gens qui sont en cellule de crise et s'adapter un petit peu pour pouvoir que tout se finisse pas en une demi-journée ou que ça prenne un peu plus de temps ou que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit un petit peu plus violent, ça va dépendre. Donc là, on va lui demander est-ce que c'est le bon moment pour commencer l'attaque. On peut voir sur la droite qu'on a une info en plus qui est apparue, c'est qu'on a trouvé en fait l'adresse de l'Active Directory directement dans les logs de cette première machine compromise. Et donc on va aller directement chercher à compromettre l'Active Directory, qui est un peu l'asset le plus important. Sans passer par des phases de scan actif, de découverte réseau, autre chose comme ça, parce qu'on a déjà son adresse, donc on va essayer d'aller taper dessus. On va passer là, tout le reste de l'attaque va se faire en fait en se servant de cet accès initial comme proxy sur le réseau. Donc on va passer par une étape de scan de cet Active Directory pour essayer de trouver des vulnérabilités dessus. Coup de bol pour nous, il va être vulnérable à 0 logon. C'est fait exprès. C'est un exercice de crise, c'est fait exprès. Il faut qu'il y ait des failles pour qu'il y ait une crise. L'idée, c'est de mettre le SI un peu à mal en situation de crise. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. On va exécuter l'attaque 0 logon. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ici, mais en gros, ça nous permet de réinitialiser un peu le mot de passe administrateur pour récupérer les hashes et pérenniser notre accès. Donc c'est ce qu'il y a à faire. 0 logon peut mettre un certain temps à s'exécuter. Donc je vais essayer de l'accélérer un petit peu. Et j'ai mon interface qui a foiré. Fait n'importe quoi. Hop. Donc voilà, là il a récupéré à ce moment-là les hash administrateurs. Il est en train de pérenniser son accès.
de un peu essayer d'avoir un reverse shell sur Active Directory qui nous permettra d'aller plus loin, de récupérer plus d'infos, des infos sur le domaine, des infos sur les comptes utilisateurs, sur potentiellement d'autres autres connectés. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc on peut voir derrière que l'Active Directory est passé à un état compromis. Et j'ai trop avancé. Voilà. Et donc quand l'Active Directory est compromis, on va demander à l'utilisateur, bon bah, on a atteint une étape dans notre attaque, on a compromis l'Active Directory, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a plein de choses qui sont possibles, on peut rester là et ne rien faire, attendre que les stagiaires trouvent déjà ce qui est en train de se passer, commencent à investiguer ou réagissent, ou on peut continuer. Donc là, on lui offre deux possibilités. Commencer directement de l'exfiltration de données, donc on est dans une situation où le but de l'attaque va être de voler de la data sur le SI, voilà, ou essayer de compromettre d'autres hôtes. Donc ici, l'utilisateur, enfin le formateur va décider d'exfiltrer de la donnée. C'est ce qu'il va faire. Donc lui, il a juste besoin de choisir un peu la grosse étape et derrière, ça s'orchestre tout seul et ça va tout seul aller récupérer tout ce qu'on peut. Donc de la donnée sur les espaces utilisateurs des machines compromises. Donc bon, on peut regarder la donnée qui se télécharge fichier par fichier, mais c'est pas super intéressant. Donc je vais pouvoir avancer et on peut voir là du coup que donc on a ici les deux ordinateurs qui ont été exfiltrés. Bon, l'interface n'est pas tout à fait mise à jour à droite, mais ça va se mettre à jour, voilà. Les deux ordinateurs, on a fini l'exfiltration sur les deux ordinateurs compromis. Ensuite, on redemande à l'utilisateur quelle est la prochaine étape. Comment timer l'attaque? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Voilà, on a déjà fait plein de choses, on a volé de la donnée. Est-ce qu'on va essayer de compromettre plus d'autres? Donc là, forcément, l'utilisateur va dire on va compromettre plus d'autres. Et donc, on va pouvoir voir se dérouler la suite de l'attaque. Là, on va passer par des étapes. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le réseau. Sur ce scénario-là, il n'y a pas de serveur DNS. Donc, à partir des noms de machines qu'on aurait pu récupérer sur l'AD, on n'a pas réussi à récupérer leurs adresses IP. Donc, on va passer par du scan actif pour essayer de trouver ces adresses IP. Des choses assez classiques qui parlent certainement à plein de gens, mais on fait du scan Nmap pour trouver les ordis qui répondent, tout simplement. Trouver des nouvelles cibles et essayer de compromettre ces cibles. Donc, je vais avancer un petit peu. On voit sur le côté droit, sur le réseau serveur, qu'on a trouvé trois nouvelles IP qui répondent. On essaie d'identifier un petit peu qu'est-ce que c'est comme système d'exploitation derrière. Donc, on voit qu'on a le point 1 qui est en Linux. Bon, le point 1, c'est le switch. Spoiler, on va pas réussir à le compromettre comme ça par des vulnérabilités réseau. Et les deux autres serveurs, donc on va essayer de les scanner, chacun les uns après les autres. Si c'est des ordi Windows, on a déjà les hash d'administration, on est déjà admin du domaine, donc on va pas se casser la tête, on va se servir de ces identifiants administrateurs pour les compromettre, pour en prendre le contrôle. Et pour les Linux, on va essayer de scanner un peu plus exhaustif, un peu plus les ports pour essayer d'identifier des services qui soient vulnérables et sur lesquels on aurait des exploitations disponibles pour en prendre le contrôle. Donc je vais pouvoir avancer un petit peu parce qu'il se prend son temps. Bon, bien sûr, le switch, il n'a pas forcément bien répondu au scan, donc ça n'a pas marché. On n'a pas trouvé de disponibilité, de possibilités d'exploitation. C'est ce qui passe en rouge, mais c'est pas grave, on continue quand même. On va faire ça un peu ordinateur par ordinateur. On voit qu'il y en a un de plus qui est compromis ici. Si j'accélère encore un petit peu, il va faire pareil pour les autres. Oui. Il y en a un là, on le voit ici. Bon, il y en a un, la compromission n'a pas fonctionné, le 130.20. Mais c'est pas grave, on continue. Il essaie de faire au mieux, on va dire. Et donc, il va derrière scanner le réseau utilisateur, trouver des nouvelles machines présentes sur le réseau à essayer de compromettre. Et il va faire la même chose, il va continuer, compromettre les machines les unes après les autres dans le réseau utilisateur. Jusqu'à ce qu'il ait fini son travail de compromission, en tout cas cette étape-là. Donc, c'est ce qu'on va accélérer un petit peu, parce que au total, l'attaque fait 30 minutes et vous n'avez pas envie de la regarder en vitesse 1. Et ici, je suis allé trop loin. Ici, voilà, l'idée c'est qu'on va redemander à l'utilisateur, on a fait toute notre phase d'attaque, on a recompromis plein de machines, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on exfiltre de la donnée? L'idée c'est que justement en intégrant d'autres techniques, d'autres potentiellement capacités d'impact, de la simulation de ransomware ou des choses comme ça, on puisse offrir plus de possibilités aux formateurs pour qu'ils puissent décider. Donc peut-être que c'est pas le moment d'exfiltrer plus de données, peut-être que les stagiaires sont vachement avancés et sont en train de remonter bien l'attaque, et que c'est le moment de les embêter encore plus et de balancer un ransomware sur tout ce qu'on a compromis. Donc ça pourrait être des possibilités en plus qu'on rajouterait dans ce genre d'attaque automatique en fait, pour pouvoir mettre les équipes SOC face à des crises le plus réaliste possible en fait, tout simplement. Donc ici, on va choisir d'exfiltrer de la donnée et
bah, concrètement, ce qui va se passer derrière, c'est toutes les machines qui ont été compromises, on va re-exfiltrer de la donnée, on va s'arrêter là à la fin. Je vais le laisser tourner, mais vous pouvez regarder, mais pas forcément hyper intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est une attaque qu'on a fait avec Airbus pour un de leurs clients. Ils ont fait un exercice de crise où eux, ils avaient une équipe Red Team qui menait une attaque qui a commencé avant l'exercice, qui a duré pendant 3 jours, etc. Et dans le scénario qui a bien plu à leurs clients, ce qu'ils ont scénarisé, c'est de dire que ce premier groupe d'attaquants, ils se sont fait au milieu de l'attaque, ils ont déposé ce payload pour avoir un peu une filiale, une deuxième équipe qui mène une deuxième attaque en parallèle. Ils sont déjà dedans, ils peuvent mettre un deuxième point d'accès pour une deuxième équipe qui, elle, aura pas le même objectif. Donc nous, on avait cet objectif de voler de la donnée. Eux, ils avaient plus des objectifs de défiguration de base de données et ensuite de destruction du SI. Donc c'est des choses qui ont bien plu et qui nous permettent aujourd'hui de proposer, de faire des exercices de crise à moindre coût pour confronter les équipes SOC à des exercices de crise réels, avec du concret, avec de l'opérationnel, et pas forcément que de l'exercice de crise sur table. Voilà. Et sur la partie, dernier petit mot sur la partie audit automatique. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, nous, on peut en discuter. On est sur le stand Nouvelle-Aquitaine, en B12, si je dis pas n'importe quoi, sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine. On se fera un plaisir de rentrer plus dans le détail et potentiellement prendre vos contacts pour programmer un rendez-vous, une démo plus détaillée, quelque chose, et faire des choses ensemble. Eh bien, merci et bravo pour votre conférence. On va vous applaudir. Et puis... Merci. Par la suite, je vais aller chercher un micro à la régie afin d'entamer la séance de questions-réponses. Nous allons avoir tout notre temps. Alors, n'hésitez pas... Pardon. Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous avez vus l'année dernière au Hacking Lab? Personne? Bon, vous voyez pas l'évolution, mais ça a bien avancé, je vous assure. Et alors, c'est là où il y a un cheat code, c'est que vous pouvez rattraper les interventions de l'année dernière avec le portail YouTube du FIC et qui s'appelle InCyber, à l'intérieur duquel, du compte YouTube, vous allez trouver une playlist au nom de démo d'attaque qui va recouvrir toutes les interventions du Hacking Lab de l'année dernière. Donc, vous pourrez trouver la démonstration de Knock Knock. Quelqu'un veut-il poser une question? Oui? Oui, bonjour. C'est assez frustrant d'avoir un micro. Je voulais avoir plus d'informations par rapport à l'IA, justement, sur votre produit. Ce qu'on avait parlé au début de conférence, mais au final, c'est pas vraiment ce qu'on a pu voir. Voilà, un commentaire. D'une manière générale, ok. En fait, on a fait donc dans le monde de l'IA, il y a plein de choses différentes qui existent. Et il y a un a priori et qui est juste sur plein de manières de faire, qui est qu'on a besoin d'énormément de données pour apprendre, pour s'entraîner. Nous, on a choisi une approche, une technologie qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui permet de ne pas avoir besoin d'avoir à l'avance une grosse base de données, d'exemples, d'attaques, de choses comme ça. Et en fait, on va avoir une IA qui va apprendre en jouant des parties. Donc, on a mis en place un moteur de simulation de SI auquel va se confronter l'IA et va apprendre au fur et à mesure à prendre les bonnes décisions pour réussir à compromettre le SI sans se tromper en quelque sorte. Donc en fait, on va lui montrer, on va modéliser l'environnement sous la forme d'un vecteur d'information. Derrière, c'est des fonctions mathématiques en quelque sorte, qui va lui permettre de corréler les entrées et les sorties et de choisir le bon outil à utiliser au bon moment en fonction des informations à sa disponibilité. Est-ce que vous voulez que je creuse un point en particulier? Ok. Si vous voulez interagir, il n'y a pas de problème, vous dites. Merci. Oui. Bonjour. Déjà, bonne présentation, je vous remercie. Vous avez dit qu'on avait l'occasion de pouvoir, entre guillemets, intégrer nos propres payloads. Est-ce que vous pourriez en dire un poil plus à ce sujet? C'est ça. Alors, en fait, aujourd'hui, tout ça, c'est pas public, c'est pas tout à fait de l'open source, notamment parce qu'il y a un enjeu on automatise des attaques, on sait pas encore, on cherche encore bien comment le diffuser, comment le rendre accessible. Aujourd'hui, nos premiers utilisateurs, on les imagine plutôt pas être des pentesters ou des hackers, mais on y voit un intérêt pour outiller les équipes de Red Team de pentest qui ont beaucoup de choses à faire et qui, ce premier niveau de pentest, ça pourrait leur faciliter la vie, potentiellement aussi en intégrant leurs propres exploits. Donc ça peut être
plutôt dans une deuxième phase de développement, mais l'idée c'est qu'en gros, d'un point de vue logiciel, nous on a développé du coup une librairie en Python avec toute une architecture logicielle, tout plein d'interactions pour que tout ça, ça marche, que ça puisse être utilisable par l'IA, que ça ait la même interface, qu'on ait du logging de tout ce qui se passe pour pouvoir derrière générer des rapports automatiques, des choses comme ça. Et c'est dans cette architecture logicielle qu'on a fait l'effort de définir pas des API, mais des normes de type d'objet, d'interaction à avoir avec des outils externes pour pouvoir, nous, déjà en interne, faciliter l'intégration de nouvelles solutions et à terme, idéalement, si on arrive à avancer, à trouver la bonne manière de collaborer avec des pentesters, avec des red teams, que vous puissiez aussi, en interne, vous intégrer vos propres manières de fonctionner, potentiellement vos propres outils, vos propres exploits aussi.